Beaucoup naissent, mais peu vivent. Les hommes sans personnalité se laissent façonner par leur environnement, comme de la cire molle. José Ingenieros voit dans cette phrase la tragédie silencieuse de notre époque, une multitude d'existences réduite à la simple adaptation, incapable de se distinguer de la masse. Au début du XXe siècle, dans son ouvrage consacré à l'homme médiocre, ce penseur argentin s'interroge sur ce qui sépare la foule sans relief de ceux qui poursuivent des idéaux audacieux et accomplissent des œuvres remarquables. La question qui nous intéresse ici est simple. Comment utiliser cette sagesse pour sortir nous-mêmes d'une vie médiocre? Pour Ingenieros, la médiocrité individuelle se caractérise d'abord par l'absence de traits personnels marquants. L'homme médiocre est un hyperconformiste. Il ne pense pas par lui-même, il adopte docilement les opinions, les préjugés et les valeurs de son milieu. Son signe distinctif est la déférence devant le jugement des autres. Il répète ce qu'il entend, juge comme on juge autour de lui, se réfugie dans le confort de l'opinion commune. Au lieu de se demander ce qu'il tient pour vrai ou juste, il se contente de jaller avec le troupeau. Cette médiocrité est aussi morale. Au lieu de forger ses propres critères du bien et du mal, il imite ceux de sa famille, de son groupe, de sa société. L'homme médiocre, écrit Ingenieros, est comme une ombre projetée par le corps social. Il reflète les routines, les dogmes, les superstitions qui préservent la domesticité. Incapable de former ses propres idéaux, il pense avec la tête des autres et renonce à devenir quelqu'un de singulier. Là où l'esprit créateur invente, l'esprit médiocre copie. Pourtant, dans toute société, on trouve une minorité qui refuse ce rôle de simple reflet. Certains se détachent des normes, contestent les habitudes, tracent leur propre voie. Mais tous ne deviennent pas pour autant des figures marquantes. Il existe des non-conformistes sans boussole, qui se contentent d'être contre sans savoir vers quoi tendre. La différence décisive, selon Ingenieros, tient à la présence ou non d'un idéal. Le non-conformiste qui se laisse guider par un idéal cohérent peut développer une grande personnalité et mener une vie pleine de sens. Celui qui rejette tout sans rien viser risque de se perdre. Les grandes figures de l'histoire montrent la force de l'idéal. Certains ont été possédés par l'idéal de vérité, consacrant leur vie à comprendre les lois de la nature ou les structures profondes du réel. D'autres ont été habités par l'idéal de beauté, cherchant à la saisir dans la peinture, la sculpture, la musique ou la littérature. D'autres encore ont poursuivi des idéaux spirituels ou mystiques, en quête du divin ou d'un principe ultime. Enfin, des réformateurs et des penseurs politiques se sont mis au service de l'idéal de justice, décidés à lutter contre la corruption morale et l'injustice sociale. De nos jours, très peu de personnes vivent réellement sous l'emprise d'un idéal. Le conformisme rétrécit notre horizon à la recherche de confort, de prestige, de fortune, de visibilité. Et la plupart veulent ces choses le plus vite possible, par le chemin le plus court, sans se soucier du processus qui y mène. Vivre ainsi, prévient Ingenieros, c'est se condamner à la médiocrité et ouvrir la voie à la compromission morale. Pour en sortir, il ne suffit pas de réagir. Il faut choisir un idéal capable d'orienter toute une existence. Les idéaux sont des vecteurs qui pointent vers ce qu'il y a de meilleur. Ils anticipent un futur plus élevé et tirent l'homme vers lui. Ils peuvent prendre 1000 formes, mais ceux qui ennoblissent réellement une vie se rattachent souvent à 3 grandes catégories classiques. Le bien, le vrai et le beau. Consacrer son énergie à rendre le monde plus juste ou plus libre appartient à la sphère du bien. Se vouer à la recherche, à la science, à la compréhension du monde relève du vrai. Se donner entièrement à la création artistique relève du beau. Les aspirations spirituelles profondes, elles, peuvent participer de ces 3 dimensions à la fois. Sans idéaux, écrit Ingenieros, nul progrès véritable n'est possible. Les événements restent inertes, tant qu'aucune lumière ne les éclaire de l'intérieur. Lorsqu'un idéal authentique surgit en nous, il doit être traité comme une braise précieuse. Ingenieros le décrit comme une étincelle sacrée, capable de nous tremper pour les grandes œuvres. Tant qu'elle brûle, nous restons tendus vers quelque chose de plus haut que nous-mêmes. Mais si nous la laissons s'éteindre sous le poids de la lassitude, de la peur ou du cynisme, elle risque de ne jamais se rallumer. Alors, nous continuons peut-être à fonctionner,
mais à l'intérieur, nous sommes déjà froids, réduits à une existence purement utilitaire. Nous ne vivons vraiment que par cette part de fantaisie créatrice qui nous élève au-delà du donné. Pour nourrir cette braise, le rôle du mentor est essentiel. Une partie décisive de notre caractère se forme par imitation. Comme l'a remarqué Théodore Adorno, l'humain ne devient humain qu'en imitant d'autres humains. Et, comme le souligne Ian McGilchrist, l'imitation vraie n'est pas copie mécanique, mais habitation imaginative de l'autre, qui fait naître quelque chose d'unique. Sans bon modèle, notre tendance par défaut est de copier la masse médiocre. Avec des modèles élevés, nous nous ouvrons à une autre manière de voir, de sentir et d'agir. L'histoire illustre la puissance du mentorat. Dans l'Antiquité grecque, Socrate inspire Platon. Platon forme Aristote, Aristote éduque Alexandre. Dans les arts et les sciences, d'innombrables exemples montrent comment un maître a éveillé, orienté ou intensifié les dons d'un élève. Même lorsque la relation est tendue ou compétitive, la présence de quelqu'un de plus grand éveille un désir de se surpasser soi-même. Le mentor, en ce sens, est moins un modèle à copier qu'un point de départ pour un dépassement créatif. Nous n'avons pas besoin de connaître ces modèles personnellement pour en tirer parti. Faute de mentors vivants, nous pouvons nous tourner vers les grandes figures du passé. Leurs œuvres, leurs lettres, leurs biographies nous révèlent ce qui les animait, la manière dont ils affrontèrent les épreuves, l'usage qu'ils faisaient de leurs dons. En habitant mentalement ces vies, nous enrichissons la nôtre et découvrons d'autres possibles. Paradoxalement, c'est en imitant de grands exemples que nous devenons plus nous-mêmes, car cette imitation est active, sélective et passe par le filtre de notre singularité. Admiration et imitation vont de pair. Ingeniero insiste sur le fait que ceux qui ne savent pas admirer le meilleur restent condamnés à piétiner. Celui qui ne voit que les défauts, qui se complaît dans la critique et le sarcasme, qui détruit au lieu de reconnaître la beauté ou l'excellence, s'enferme dans un niveau bas où il se donne l'illusion d'être lucide. Ne pas savoir admirer, c'est se priver d'un avenir, car c'est refuser d'être tiré vers une perfection plus haute. Inversement, admirer sans servilité, comme un appel à se dépasser, est une source inépuisable d'énergie. Les grandes existences nous rappellent aussi une vérité parfois oubliée. Un idéal, à lui seul, ne suffit pas. Les dons naturels ne se transforment pas en talent mûr et encore moins en génie sans un effort méthodique. Derrière chaque œuvre qui nous impressionne se cachent des années de travail acharné, de discipline, de nuits blanches et de tentatives avortées. Les génies savent que chaque pas vers la maîtrise exige des sacrifices concrets. Renoncer à certaines facilités, affronter la frustration, persévérer là où d'autres abandonnent. La plupart d'entre nous ne possèdent pas les dons exceptionnels des grandes figures de l'histoire, mais cela importe moins qu'on ne le croit. Le véritable drame, c'est que nous utilisons à peine une fraction de nos capacités. Au lieu de consacrer du temps à développer nos compétences au service d'un idéal, nous acceptons des occupations qui ne nous parlent pas et cherchons à combler le vide par des distractions. À long terme, ce décalage entre ce que nous pourrions être et ce que nous acceptons d'être nourrit. L'angoisse, le sentiment d'absurdité et, souvent, le regret tardif d'une vie non vécue. Pour éviter ce destin, il n'est pas nécessaire d'atteindre la gloire des plus grands. Ce qui compte, c'est d'adopter leur attitude. Choisir un idéal qui mérite qu'on lui consacre des années, chercher des modèles à imiter de manière créatrice, organiser sa vie autour d'un effort soutenu, plutôt que de buts superficiels. Chez Nietzsche, la figure du surhumain ou de l'homme supérieur symbolise précisément cet appel de notre part la plus haute. La question qui se pose alors à chacun est simple. Allons-nous continuer à étouffer cette voix sous le bruit de la médiocrité? Ou accepterons-nous enfin de répondre à l'appel de ce que nous pourrions devenir?